Magique. Et aphrodisiaque peut-être pas, mais disons, comment je pourrais dire, qui vous donne une bonne énergie, quoi. Après 3 heures d'émondage, tout le monde rigole, voilà. C'est tout ce que je peux dire. À découvrir. Je crois que les pommes, elles ont qu'à bien se tenir en Limousin. Qui naît à une date donnée, qui fleurit, je dirais presque instantanément. Il y a vraiment un côté très magique dans le safran. Voilà. Et puis dans son histoire, voilà, il y a des légendes autour du safran qui attirent un petit peu l'attention des gens qui sont un peu curieux comme nous. Alors je crois qu'il y a effectivement des réseaux parce que bon, il y a des régions comme le Quercy qui est assez organisé, le Gâtinais, la Charente aussi. Et il se trouve que le Limousin, il y a un petit peu un trait d'union, peut-être toujours un peu grâce à Véronique, parce qu'elle a souvent formé un petit peu tous les safraniers. Elle a communiqué, on va dire, sa passion. C'est donc déjà un trait d'union, mais c'est vrai que les gens se connaissent et font des marchés ensemble, des fêtes ensemble. Je trouve qu'il y a une ambiance qui est assez sympathique. Donc en fait, le safran, on part d'un bulbe, c'est un crocus, le crocus sativus. Donc c'est un bulbe particulier, c'est pas n'importe quel crocus, c'est une variété particulière de crocus. Alors, la petite histoire veut que ça serait un crocus qui aurait été obtenu par croisement par les Grecs, à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est ce croisement entre différentes espèces de crocus qui a amené le pistil de la fleur à avoir une hypertrophie. Et cette hypertrophie du pistil qui donne les qualités gustatives au safran. Malheureusement, l'hypertrophie du pistil rend la fleur stérile, donc la fleur ne se reproduit plus que par division de bulbe. Pour ce qui est de la culture, donc on plante le crocus à peu près à cette saison, là jusqu'à la mi-août, 15 juillet au 15 août, en terre, à peu près 20-25 cm de profondeur. Pourquoi ? Parce que ça reste en terre tout l'hiver, c'est une culture d'hiver, donc il faut que ce soit suffisamment profond pour pas que les bulbes gèlent, tout simplement. Ça n'a absolument aucune influence, le crocus, les fleurs arrivent très bien à sortir, à percer à 20 cm sous terre. Donc ensuite, l'entretien c'est assez spartiate. On va s'arranger pour pas qu'il y ait de grandes herbes à la récolte, donc principalement un coup de tondeuse 15 jours avant la récolte. Les bulbes vont commencer à germer, on va avoir des petites gaines blanches qui vont commencer à sortir et qui à l'intérieur renferment les fleurs. Et là, il faut attendre 2 facteurs importants, l'humidité et le froid. Tant qu'on n'a pas l'humidité et le froid, on va avoir les gaines qui vont rester dans la safranière et ça ne va pas bouger. Il faut donc un petit peu d'humidité et une gelée au minimum à moins 4 degrés pour justement que les fleurs arrivent à éclore. Au-dessus de moins 4 degrés, on n'aura pas de fleurs qui sortiront, une fleur de temps en temps. Quand on descend en dessous moins 4 degrés le matin, là c'est un petit paradis, on voit c'est tout violet quand on arrive, c'est très joli. La récolte c'est assez simple, on passe une première fois, donc on passe dans la safranière, on ramasse les fleurs le matin, de bonne heure, alors pas trop tôt pour que toutes les fleurs soient sorties, pas trop tard pour que les fleurs ne soient pas encore ouvertes, vers 8h30, 9h. Le but, ramasser les fleurs fermées comme ça, c'est d'avoir un safran le plus propre et le plus pur possible. On est en hiver. À partir du moment où les fleurs sont ouvertes, il y a toujours un peu de rosée par terre, un petit peu d'humidité, on va avoir de la terre qui va sauter dans les fleurs, c'est au ras du sol. Ou on va avoir du pollen, les jours où il fait beau, qui va avoir volé, qui va s'être collé sur les pistils. Le pistil c'est tellement petit, c'est indétoyable. Donc à partir du moment où les fleurs sont ouvertes, le pistil est sale, le safran n'est plus pur. Voilà, donc on ramasse les fleurs fermées. Ensuite, on rentre à la maison et puis on va ouvrir les fleurs, toutes les fleurs, on va les ouvrir une à une pour sortir le pistil. Donc c'est entièrement manuel. Et alors moi j'ai une petite étape en plus. Le pistil ça fait un trident. Donc ça commence blanc, jaune, orange, rouge. Et moi je ne garde vraiment que la partie rouge qui pour moi est vraiment plus qualitative. Je peux vous faire sentir, j'ai 2 échantillons.
Un avec le safran vraiment rouge que je vends et un avec les bouts justement blanc, jaune, orange que j'enlève. C'est plus amer, c'est beaucoup moins fin. Donc ça c'est une opération en plus, on garde qu'une partie du pistil. Et ensuite on le fait sécher. Si vous goûtez un filament de safran frais, c'est amer et ça n'a aucun goût. Ça a du goût à partir du moment où il est séché. Voilà. Et puis après on attend un petit peu 1 mois pour avoir le safran commercialisable. Le temps qu'il se repose. On l'a mis quand même au chaud, il faut laisser le temps de se caler pour pouvoir se reconstituer et refaire ses arômes, développer ses arômes. Je dirais que c'est quand même quelque chose de très subtil et de très surprenant. La subtilité, je retiendrai. C'est vraiment particulier, c'est pas une saveur qu'on retrouve ailleurs, c'est pas une saveur qui est imitable. Et ça demande un effort de goûter la subtilité? Ça demande un palais. Ça se goûte pas après une cigarette. Ça se goûte pas après un pot-au-feu. Ça se goûte quand vers 11h30 le matin, vous savez, quand on a un petit peu le creux à l'estomac, là qu'on a faim. C'est là qu'on est le plus à même de goûter les choses et de trouver les saveurs. On peut faire découvrir le safran sous plein d'angles différents. Maintenant, ça sera jamais comme le vin. Le vin, il y a des multitudes de vins différents, il y a des multitudes de cépages, il y a des multitudes de terroirs. Chaque vin est une découverte. Le vin, c'est un terroir, donc un sol, un climat, une façon de conduire la vigne. Donc, sur la façon dont la vigne est conduite, on n'a pas non plus le même résultat après. Un cépage particulier, une vinification particulière. Chaque personne vinifie différemment et la vinification, ça fait la caractéristique du vin. Il y a énormément de choses comme ça qui rentrent en compte. Pour le safran, il y a beaucoup moins de choses qui rentrent en compte. Ce qui fait que un safran va pas se différencier, un safran de Charente va pas se différencier d'un safran de la Creuse, comme un vin blanc de Charente se différenciera d'un vin blanc du Bordelais par exemple. Il n'y a qu'une variété de safran, le Crocus sativus. Le vin, il y en a des milliers, donc automatiquement c'est différent. Il y a quelques façons de faire le safran, de cultiver le safran et d'arriver à une récolte correcte. Les principales différences se font au niveau du séchage. Il y a les hydrateurs, il y a le four, il y a le brasero, il y a ceux qui font au soleil. À partir du moment où on a des safrans qui sont purs et qui sont vrais, on aura en général des produits de qualité. Il y a des petites différences. En général, les safrans du Maroc sont beaucoup plus poivrés. Alors, je ne sais pas si c'est dû au soleil ou pas. C'est un petit peu plus fort, c'est un petit peu différent. Mais quand on tombe sur un vrai safran au Maroc, il y a de très bonnes choses. Maintenant, il y a aussi beaucoup de fraude, il y a aussi beaucoup de choses qui sont vendues pour du safran qui n'en sont pas. Mais il y en a aussi en France, c'est ce que j'allais dire. On en trouve partout. De la fraude, on en trouve partout. Alors, commencez pas vous aussi avec le coup de la prêtresse du safran. Je ne suis pas encore arrivé là. Non, mais j'adore ce que je fais et je trouve ça dommage que ça soit épuisé en France, alors qu'en France, on est capable de faire le meilleur safran au monde. C'est pour ça que notre safran part à Dubaï. Donc, il faut vraiment qu'on développe cette culture en Limousin et en France en général. Un safranier ne vit que du fruit de son travail. C'est absolument pas subventionné et pourtant c'est viable. Et c'est viable sur des petites surfaces. Donc j'invite tous ceux qui veulent démarrer dans la culture à s'y pencher. Par contre, il va falloir quand même fournir la matière première qui est l'huile de coude. Et je crois que c'est ce qui est un peu difficile dans le monde agricole. Voilà. C'est pas mécanisable du tout. Donc c'est du jardinage et pas de l'agriculture. On n'a pas besoin d'avoir les connaissances agricoles de base, ni le matériel agricole, puisque moi je travaille avec une houe, une griffe, un râteau, un ciseau et un petit four, qui a eu un statut surtout créé, parce que personne n'était safranier à titre principal avant que je le sois. Donc il a fallu se battre un peu pour créer un statut. Et puis finalement maintenant, pour avoir la dotation jeune agriculteur, il fallait avoir un certificat de conformité. Et un certificat de conformité, ça veut dire que c'est viable l'exploitation et que ça existe. Donc c'était vraiment un grand pas d'avoir une DGA. Par contre après, on ne rentre pas dans le cadre de la PAC ou dans des aides autres que celles au démarrage. Et à condition de rentrer dans le cadre des conditions de DGA. En France, on produit à peu près 13 kilos, dont un quart chez moi. Et au final, on m'en demande 350 par an. Si je devais répondre à tout le monde, il me faudrait 170 ans. Donc c'est pour ça que je n'hésite pas à former des gens sur la culture, mais de toute la France et même de l'étranger. J'ai des stagiaires qui viennent du monde entier. Alors il faut avoir un terrain, c'est le minimum, et c'est pas toujours simple. C'est ce qui est dommage, parce que souvent un agriculteur, par exemple en Creuse, il va être tout seul sur 200 hectares avec ses 80 têtes. Il n'aura pas de salariés. Moi j'ai 1,2 hectare et j'ai 5 salariés.
Et si j'avais 200 hectares, on pourrait faire vivre 400 familles de safraniers. Vous imaginez 400 safraniers sur 200 hectares. Donc c'est une valorisation sur des petites surfaces et c'est toujours créateur d'emplois. Donc déjà le souci du terrain, du courage, l'huile de coude comme vous voulez, ou une palette de coca sans vouloir citer de marque. Et puis des bons bulbes au départ, pas se faire avoir parce qu'il commence à y avoir un petit peu de contrefaçon ou du moins de commerce pas très clair sur les bulbes de safran, avec des bulbes de safran justement qui viennent de Hollande et qui sont très souvent contaminés par la fusariose et qui mettent en péril des safranières à peine implantées. Donc on a mis en place la première pépinière de bulbes de safran de vente en gros pour les professionnels avec une assurance de certificat phytosanitaire de qualité. C'est important quoi. Et puis aussi je demande systématiquement aux gens qui veulent s'installer qu'ils fassent une parcelle d'essai pour voir si le terrain convient, mais aussi pour voir si le métier leur convient. Hein. On ne va pas dire j'ai être safranier du jour au lendemain sans l'avoir fait. Donc une petite parcelle d'essai, si ça leur convient, on s'agrandit. Mais jamais je ne vendrai à quelqu'un 150 000 bulbes pour qu'il se lance alors qu'il n'a pas le pied dans le métier. En plus, il s'écœurerait dès le départ, c'est tellement de boulot. Moi, j'ai commencé avec 1000 m², je suis passée à 3007, 5004, 7004, 1 hectare 2. Donc ça s'est agrandi tous les ans de 2000 m². Donc j'avais de plus en plus de travail. Mais j'allais de plus en plus vite. Donc j'étais tout le temps autant débordée, mais pas plus. Vous étiez à Dubaï. Pourquoi Dubaï, le safran En fait, c'est un grand chef qui a 7 palaces en Oman, Jordanie, Arabie Saoudite, Iran et Dubaï, qui nous a demandé de venir à l'occasion du salon Gulf Food, qui est le salon dans lequel concouraient les 1700 plus grands chefs de la planète. Donc on a pu parler de notre safran à ces grands chefs. Et pour eux, bien qu'ils soient contre la frontière iranienne, notre safran dépassait en qualité tout le safran qu'ils avaient pu voir au Moyen-Orient. Donc concrètement, derrière Concrètement, maintenant on fournit le grand restaurant de la Grande Tour de Dubaï. Voilà. Il y a du safran en Limousin et il y a du safran en Corrèze. C'est une production récente. C'est pas ça qui va, hélas, changer les conditions de la situation de l'agriculture dans notre département, mais c'est une nouvelle diversification et ça permet à des jeunes ou à des moins jeunes de s'installer sur ce type d'activité et de valoriser une production inattendue en Corrèze, mais qui est promise à de beaux développements. Nous aidons aussi l'installation des agriculteurs, y compris sur une production comme le safran. Nous avons, dans les dotations aux jeunes agriculteurs, nous avons fait le versement de ce type d'aide pour des exploitations sur le safran. Alors j'ai connu ce produit déjà en voyage, bien sûr, en Iran, au Cachemire. J'en ai utilisé. Il est revenu en France quelques dizaines plus tard, après mon retour, même 20 ans après. J'ai trouvé un article sur Véronique Lazera qui faisait du safran en Creuse, soi-disant le meilleur safran du monde. Alors ça m'a interpellée, bien sûr, et j'ai dit, tiens, pourquoi pas, je vais planter des crocus. J'étais au chômage à l'époque, ça tombait bien. Et j'avais du terrain, donc voilà, c'est parti comme ça. Pour résumer, c'est 1 mois de bonheur et d'extase devant les fleurs, et c'est 11 mois de travail, désherbage surtout, désherbage. C'est vraiment le plus pénible, parce que l'herbe, elle n'en finit pas de pousser. On l'entend pousser. Fin septembre, début octobre, là c'est... Alors on attend tous les jours, alors quelquefois on voit une petite pointe verte du crocus, mais c'est très souvent que les fleurs sortent sans un brin vert, ils viennent après. Alors je regarde de ma lucarne le matin, je vois rien, je descends et... Puis alors au fur et à mesure que ça chauffe un peu, ça s'ouvre, et quand on ramasse les fleurs, c'est à croire que c'est pas démoniaque, mais enfin c'est coquin quand même, parce qu'on se retourne, il y en a encore partout, à croire qu'elles s'ouvrent juste derrière vous. La magique par exemple, c'est pratiquement intouchable, et l'expérience que j'ai faite, c'est en mettant du safran dans un pot d'eau, donc j'en buvais tous les matins pour ma petite santé, et au fur et à mesure, il se dissout, et au bout d'un moment, il a disparu. On ne trouve plus de pistil, plus rien. Là, ça tient plus longtemps parce qu'il y a du sucre, mais on le voit disparaître, il devient blanc, et puis à un moment, il n'y a plus rien. Alors je me dis, voilà, il est parti. Et je pense que le safran est une façon de rassembler du monde, ne serait-ce que chaque safranier vous le dira, pour l'émonder, pour le récolter, pour désherber. C'est une façon de ramener la famille, les amis, le coup de main.
Je disais, ça fait penser beaucoup à l'époque des foins, où tout le monde se rassemblait, ou la batteuse. Et ça se termine toujours par un beau repas. Donc il y a quand même une bonne ambiance autour du safran. Alors, on est venu en fait pour la fête du pain et du safran, en fait, parce que notre thématique c'est le safran en Limousin. Donc un documentaire de 52 minutes qui passera sur France 3. Voilà. C'est vraiment de faire découvrir qu'il y a du safran en Limousin et de savoir aussi que c'est un peu pas un effet de mode, parce que je pense que ces gens-là sont vraiment passionnés et ils s'y tiennent, mais que c'est un phénomène nouveau en tout cas, et que voilà, que c'est en train de se développer, même si pour l'instant il y a quelques safraniers, enfin ça se compte vraiment sur un peu plus que sur les deux mains, mais pas beaucoup plus. Voilà, c'est un phénomène qui est en train de monter et donc on veut montrer ça. On a découvert déjà l'accueil. Vraiment, on a été accueillis très très bien partout. Et j'ai été étonnée aussi du côté passionné en fait, des gens qui font du safran. C'est vraiment des gens, je pense qu'il y en a peu qui font ça par hasard, parce que je pense que ceux qui font ça pour l'appât du gain en se disant que c'est une culture facile, puis je pense qu'ils déchantent vite. Et ceux qui réussissent, c'est vraiment des gens passionnés en fait, et vraiment touchants, parce que ils ont vraiment un rapport à l'épice et à la fleur qui est particulier, qui est vraiment qui est vraiment intime, quoi. Donc ça en fait des gens très touchants et très intéressants. On a rencontré pas mal de personnes qui allaient se lancer dans le safran ou qui s'étaient lancées il n'y a pas longtemps. Et le point commun en fait à tous ces gens, c'est que ce sont des gens qui ne sont pas agriculteurs, ou alors c'est vraiment une infime proportion. Parce que les agriculteurs, on va dire que sont plutôt sur des très très grandes surfaces. Il suffit de quelques centaines de mètres carrés pour déjà avoir une petite production. Et puis c'est un travail qui se fait vraiment à la main, donc c'est pas de l'agriculture, on va dire. D'ailleurs, souvent ils se définissent comme des jardiniers plus que des agriculteurs. Et ce sont des gens souvent qui ont envie de changer de vie, d'après ce qu'on a vu. Alors, dans les personnes qu'on a rencontrées pour l'instant, il y avait un informaticien, il y avait des infirmiers, il y avait des designers industriels, il y avait des gens qui n'ont pas un rapport particulier avec la terre en fait à la base, et qui arrivaient. C'est souvent des gens qui ont, je dirais, entre 40-45 ans et qui arrivent à peut-être un carrefour de leur vie, de leur carrière, et qui en ont marre en fait. Mais qui vivaient déjà dans la région ? Alors les stagiaires qu'on a rencontrés viennent de toute la France, hein. C'est vraiment, il y a des safraniers dans toute la France, et sont des gens en fait qui en ont marre de ce côté un peu stressant de la ville, du boulot, et qui se disent on va changer de vie, et sont tous souvent tombés amoureux de cette plante en fait, en se disant voilà, on va se lancer, quoi. Après, il y en a qui sont plus ou moins préparés, hein. Il y en a qui, je pense, se lancent sans trop savoir, d'autres qui ont vraiment préparé leur parcours. Je dirais passionnant, voilà. Non, passionnant, vraiment, il y a plein de choses. D'ailleurs, avec ma collègue là, qui n'est pas ici, mais qui est à côté, on a acheté nos petits bulbes aussi, parce qu'on a été un petit peu mordus. Alors on est loin de... On va pas planter des hectares, hein, parce qu'évidemment c'est un petit peu... En plus en ville ça va être un peu compliqué, mais voilà, on a nos petits bulbes, et puis on verra si on peut faire nos quelques confitures avec cet automne. Voilà.